épouse très belle et qui lui plaisait beaucoup. Alors il a envoyé un sergent demander au sergent, enfin au soldat qui était le mari de cette femme, s'il ne voudrait pas lui céder sa femme. Et comme ça, il pourrait avancer en grade, il serait protégé dans le régiment de toute façon. Le soldat a accepté. Il a envoyé sa femme à Soulouk, qu'il a épousée. La femme avait déjà 1 ou 2 enfants, dont celle qui va devenir la princesse Olive ou Olivette. C'était donc le fils de ce premier mari. Et Soulouk va épouser celle qui va devenir l'impératrice Adélina. L'impératrice Adélina, qui ne savait ni lire ni écrire non plus, qui était une humble marchande d'héroïne. Eh bien, Adélina va devenir impératrice d'Haïti. Et au moment de la chute de Soulouk, sa couronne, qui avait été fabriquée à coups de milliers de francs, payée par la nation haïtienne, par un orfèvre parisien, cette couronne sera placée sur la tête d'une statue de la Vierge dans une église de Port-au-Prince, et un matin, la couronne n'était plus là. Alors il se trouve que, parlant de couronne, la couronne de Soulouk sera soulagée de quelques grosses pierres, de quelques cabochons, va rester pendant quelques temps, pendant un siècle au moins, dans les voûtes de la Banque nationale, jusqu'au jour où Madame Jean-Claude Duvalier-Bennett voudra le transférer au musée Mupana. Et bon, toujours pour l'anecdote, il se trouve que le directeur du moment, dont le nom m'échappe, le directeur de la banque, Antonio André, eh bien, il a refusé de remettre la couronne de Soulouk, parce que c'est un officier qui s'est présenté, qui lui est venu lui demander la couronne de Soulouk. Et j'ai pas question, les choses ne se font pas comme ça. Alors, l'officier est allé raconter à Madame Bennett Duvalier que le directeur de la banque ne veut pas remettre Madame monte, va trouver son mari, lui dit voilà que votre directeur de banque ne veut pas me remettre la couronne de Soulouk. Jean-Claude Duvalier qui prend son téléphone, qui appelle Antonio André, et qui lui dit je suis certain que c'était mon papa, François, qui t'avait demandé la couronne, tu aurais remis la couronne et tout. Et Antonio André de lui répond de toute façon, François aurait fait les choses comme il faut. Il m'aurait envoyé un papier, un mandat, des notaires, enfin, pour me donner. Alors, le lendemain, on a envoyé les notaires, les papiers, etc., tout ça. Et la note de révocation d'Antonio André, qui a été remplacée par Alain Nolté. Alain Nolté. Qui est un capois, soit dit en passant. Alors, Soulouk va organiser le 16 avril 1849 un massacre de mulâtres au Palais national même. Il les convoque, et surtout les Sémigny, Ardouin, etc. Ils sont grièvement blessés, on les massacre à travers la ville. Ce sont des meurtres, des pillages, des incendies. Incendies et propriétés des mulâtres. Et tous ces mulâtres, ils n'auront qu'un choix, s'ils échappent à la mort, c'est de prendre le chemin de l'exil. Et à ce moment-là, il faut dire que Soulouk tentait de faire la reconquête de la partie de l'Est. Il les considérait, à bon droit sans doute, que c'était des séparatistes qui se séparaient de la République d'Haïti, et il est allé en 2 fois se faire massacrer par les Dominicains, qui réclamaient leur indépendance. Mais les Dominicains disaient à Soulouk, non, c'est pas question que nous nous associons à un chef d'État qui tue les mulâtres chez lui. Parce que nous sommes un peuple de mulâtres. Nous sommes constitués de 40% de noirs, 60% de blancs et 60% de... Non, je me trompe là. Je reprends. C'est 20% de blancs, 20% de noirs et 60% de mulâtres. Donc, c'est peut-être pas exactement ça la proportion, mais de toute façon, les Dominicains considèrent qu'ils ont une majorité de mulâtres chez eux. Donc, si vous attaquez aux mulâtres chez vous, nous sommes en danger sous votre gouvernement.
soit dit en passant, puisqu'on parle du drapeau, le drapeau dominicain, c'est un avatar du drapeau haïtien. C'est le drapeau haïtien bleu et rouge avec une croix blanche qui la barre verticalement, bien sûr, et avec les couleurs bleu et rouge. Ce qui fait un très beau drapeau d'ailleurs, et qui vient, un drapeau qui est la suite du drapeau haïtien. Si vous en voulez des massacres de mulâtres en Haïti, il y a celui du 22 septembre 1883, c'est au moment où les jeunes libéraux de Port-au-Prince, pour venir en aide aux libéraux de Bois-et-Bazelet, qui étaient assiégés à Miragoâne, et que l'armée d'Haïti, que l'armée gouvernementale assiégeait depuis un an, sans réussir à les réduire, et qui seront finalement réduits par la maladie, en particulier la colique de Miserere. Eh bien, pendant que ces libéraux étaient assiégés à Miragoâne, Salomon, qu'on appelait gros rat, vieux rat, eh bien, les jeunes libéraux de Port-au-Prince sont allés attaquer l'hôtel du gouvernement. Eh bien, résultat, Salomon, qui a épousé une Française, je crois vous l'avoir dit au début, eh bien, Salomon, pour se venger, il va ordonner l'incendie du commerce de Port-au-Prince. Donc, il va ruiner les mulâtres de la haute bourgeoisie, les Borgella, les Deslandes, les Audin, les Liotto, les Lerebourg, les Viard, les Carré, des Haïtiens qui depuis 1804 étaient installés à Port-au-Prince et qui faisaient l'envie de leurs concurrents étrangers. Eh bien, après ces événements sanglants où on pouvait tuer les mulâtres un peu comme des lapins dans les rues de Port-au-Prince, eh bien, toute la machine industrielle et commerciale d'Haïti va passer en des mains étrangères. Toute la finance haïtienne échappait aux intérêts des nationaux, et parce que en 1883, la République d'Haïti se trouve obligée d'indemniser les commerçants consignataires la somme de 588 418 gourdes, une somme faramineuse pour l'époque, que les paysans producteurs de café seront obligés de payer, et cet argent allait aux Danois, aux Belges, aux Français, aux Corses, aux Espagnols, aux Anglais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je vous le dis au début, ils disposent de l'essentiel du capital disponible en Haïti, de presque toute la richesse du pays. Mais comprenez que non seulement ils placent leurs capitaux dans des paradis fiscaux, mais jamais ils ne vont se risquer à industrialiser le pays. Ce n'est pas un capital imaginatif, c'est un capital dormant, c'est un capital où ils se contentent de faire du comprador. Ils achètent le café, ils achètent le cacao et ils l'exportent. Mais pas d'industrie. Ils ne vont pas inventer de... Et pourtant, l'haïtien est imaginatif. Qui est-ce qui, à la Jamaïque, a ouvert une compagnie, un haïtien Desulmé, Thomas Desulmé, qui va s'enrichir à la Jamaïque parce qu'il a ouvert là une compagnie de fabrication de bouteilles de plastique, puis etc. Mais jamais nous aurons une bourgeoisie nationale avec les deux pieds, et un pied au pays, un pied à l'étranger. C'est le cas de Brandt, par exemple. Brandt, qui entre au pays à l'âge de 19 ans, il est le factotum. En créole, on dit le garçon lacou. de Jocelyn Lassègue, non, de Marcelin Jocelyn. Marcelin Jocelyn, c'est un ancien ministre de Antoine Simon. Marcelin Jocelyn revient de son exil avec dans ses valises son factotum qui s'appelle Oswald Brandt, qui a voulu le suivre, c'était son cocher. Il l'aidait à la Jamaïque pour ses commissions, pour traduire en anglais, tout ça. Et Brandt a voulu suivre son maître, Marcelin Jocelyn. Marcelin Jocelyn, je dois vous le dire en passant, c'est le grand-père
de notre ministre de la Culture, Marie-Laurence. Vous comprenez? Alors, voilà que Brandt, qui est entré en Haïti à l'âge de 19 ans, et quelques 10 ans après, il était directeur de la Banque royale du Canada, et quelques années plus tard, c'était l'homme le plus riche d'Haïti. Alors, essayez, vous, Haïtiens, de réaliser une pareille performance et à New York, au Canada, en France, etc. Nous prospérons, ça va, mais devenir l'homme le plus riche du pays, il n'y a qu'en Haïti que l'on voit de pareilles choses. En 1946, je vois que l'heure file et que vous devez être un peu impatient, je finis bientôt. Arrivé au pouvoir en 1946, Dumarsais estimé va faire preuve de longueur de vue et de discernement en voulant réunir les Noirs et les mulâtres dans son gouvernement. Dumarsais estimé, c'est un élève politique de Vincent. Vincent croyait que l'on devait, si l'on était chef d'État en Haïti, on devait toujours former des gouvernements de coalition. Quand Vincent dit gouvernement de coalition, ce n'est pas un gouvernement de gauche et de droite. Ça veut dire un gouvernement avec des Noirs et des mulâtres. C'est ainsi que Duvalier, qui était adolescent au moment où Vincent régnait au Palais national, un adolescent admiratif, quand Duvalier va parvenir au pouvoir en 1957, il va réserver sa première visite à Sténio Vincent, à l'ancien président Sténio Vincent. Et Sténio Vincent va lui proposer comme ministre de l'Intérieur un mulâtre de ses amis. C'est Frédéric Duvigneau. Elle lui dit, vous savez, vous devez former des gouvernements de coalition. Moi, je vais vous donner un homme. C'est Frédéric Duvigneau. Comprenez que Frédéric Duvigneau était un déjoyiste déclaré. Mais c'était le bras droit de Louis Desjoies. Et Duvalier va mettre à côté de lui le ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, c'est-à-dire son bras droit. Eh bien, ce sera Frédéric Duvigneau. Et Frédéric Duvigneau, qui commençait à prendre un peu de l'âge, qui était un homme qui était arrivé à une certaine maturité politique, Frédéric Duvigneau va assister à la rencontre que Duvalier avait organisée avec les candidats malheureux, dont Louis Desjoies. Il sera là et il va trouver Desjoies très arrogant. Il va lui dire quelque chose comme Pape, c'est-à-dire on ne s'adresse pas au président de la République dans ces termes-là. Frédéric Duvigneau, si vous vous souvenez, au moment de l'invasion des shérifs, c'est lui qui va écrire, rédiger ce fameux communiqué qui commence en ces termes. Par un subterfuge dont le mécanisme reste à découvrir, les ex-officiers un tel sont entrés aux casernes des Salis. On n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, découvert par le mécanisme, par un subterfuge dont le mécanisme reste à découvrir. C'est Frédéric Duvigneau qui avait signé ce communiqué. Alors, vous voyez, Dumarsais estimé, donc l'élève de Vincent, qui lui aussi comprenait qu'il fallait composer des gouvernements de coalition. Nous étions à ce moment-là en 1946 et il a voulu dans son gouvernement réunir des Noirs et des mulâtres. Et dans son discours inaugural, on prétend que c'était le rédacteur de son discours, le nom va me revenir. Non. On dit qu'il avait deux discours. Peut-être qu'il avait deux discours dans chaque poche de sa veste et qu'il a tiré ce discours qui va devenir célèbre, c'est-à-dire si berger du troupeau, nous nous en constituons les loups qui s'accablent.
stage, etc. Non, pas Saint-Louis. C'est un ancien officier de l'armée. Je l'ai là, je l'ai le nom. Dorsainville. Et Dorsainville, qui d'ailleurs était le rédacteur des discours d'Estimé. Oh, il était le rédacteur des discours d'Estimé. Et le dernier discours que Dorsainville va écrire pour l'Estimé, c'est au Cap-Haïtien à l'Union Club. Et Estimé lui faisait tellement confiance qu'il ne lisait pas les discours auparavant. Dorsainville était un port-au-princien qui avait un mépris viscéral pour les provinciaux. Alors, Estimé a été reçu au Cap une seule fois. J'ai d'ailleurs une photo dans le tome 3, je crois. Et il sera donc reçu à l'Union Club. Il va lire un discours rédigé par son chef du cabinet privé qui était Dorsainville, Roger Dorsainville, ancien officier de l'armée, cheville ouvrière de l'affaire Calixte noir contre mulâtre. Et dans son discours, Estimé et Madame Estimé découvrent qu'il est en train d'insulter tout le monde qui est là. Il leur dit quoi? Il leur dit: vous êtes des bourgeois noirs, riches, qui exploitez vos frères paysans. Vous êtes d'anciens paysans enrichis. Puis maintenant, vous êtes installés dans un club et vous n'avez que mépris pour vos frères. Alors Estimé ne savait pas quand arrêter, parce que de plus en plus, il les insultait et les gens se regardaient. Et Madame Estimé n'a pas salué Dorsainville, qui s'est retrouvé consul à New York. Et quelques temps après, Estimé était renversé par Paul Magloire, qui va mettre Dorsainville quelques mois en prison. Dorsainville dit que l'exercice n'était pas nécessaire parce qu'il était prêt à prendre un ministère. Ce sera le ministère du Travail. Il va devenir le ministre du Travail de Paul Magloire. Alors c'était pour vous dire que Dumas Estimé va, dans son discours inaugural, lancer un appel à, écoutez ça, l'union sacrée à la coalition autour du drapeau, notre commun héritage. Si nous avons quelque chose à partager en Haïti, noir et mulâtre, c'est ce drapeau qui est notre commun héritage, notre coalition autour du drapeau. Hélas, on sait qu'il va nommer Macron mulâtre, qu'il va nommer Georges Rigaud, et que Daniel Fignolet va démissionner du gouvernement parce que justement, il refusait de se tenir aux côtés d'un bourgeois réactionnaire comme Georges Rigaud. Ce que je dois vous dire, c'est que en politique haïtienne, il y aura toujours des politiciens haïtiens, des radicaux, et qui vont préférer la déchirure politique à l'union, parce que ça fait leur affaire. Et Vincent Estimé Magloire, il croyait sincèrement que les éléments noirs et mulâtres étaient capables de vivre en harmonie en Haïti. Paul Magloire venait du Cap. Au Cap, il n'y a pas tellement d'opposition noire-mulâtre. On dit que c'est l'opposition sociale. Hein? Kenaki est ça. Et Pitaki est ça. C'est ça la question. La question n'est pas noir et mulâtre. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais en Haïti, il n'empêche que, d'après Magloire, les noirs et les mulâtres sont capables de vivre en harmonie. Et les élites politiques ne pouvaient pas continuer éternellement à ressasser leurs griefs et leurs motifs de division sans danger pour la cohésion sociale. Et quand il y a danger pour la cohésion sociale, il y a l'étranger qui rentre et qui en profite. Firmin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait: la question de couleur est à l'usage de tous ceux qui désirent perpétuer la nuit qui règne dans le cerveau populaire en Haïti pour en tirer des avantages personnels. Duvalier, qui, Prespas aussi, va dénoncer le sectarisme, l'exploitation des ressentiments sociaux, Louis-Joseph Janvier, tous nos intellectuels, Hannibal Price, Fleury Féquière, Jean, Price, Mars, tous ces gens-là, ils vont dénoncer les sectarismes,
l'exploitation des ressentiments sociaux, les forces absurdes du préjugé, les haines, les passions, comme les premières causes de nos retards et de nos déchéances. Si Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre de l'hémisphère, si aujourd'hui, et on n'est pas content, hein, il ne faut pas le dire ça, pas le droit de dire que nous sommes, oui, mais écoutez, si vous étiez le peuple noir, non seulement le peuple noir, mais les plus riches d'Amérique, ben écoutez, dites-le, répétez-le, hein, mais non, nous sommes les plus pauvres, mais il ne faut pas le dire. Oui, mais c'est nous les responsables, avant tout. Hein? Alors, Duvalier qui va toujours se vanter d'avoir réussi là où avaient échoué Dessalines, c'est-à-dire marier sa fille, c'est Nicole, à Luc Albert Foucault, un mulâtre, et il l'a dit, et il l'a dit, j'ai réussi ce que Duvalier n'a pas pu, ce que Dessalines n'a pas pu faire. Et le jour où il mariait sa fille aînée, Marie-Denise, à Max Dominique, quelqu'un qui était là m'affirme avoir entendu Duvalier déclarer « Simone, c'est parce que tu n'as pas fait tes devoirs de mère si aujourd'hui nous marions notre fille à cet officier. » Parce que c'était pas ça, et je le comprends, c'était pas ça vraiment ses ambitions politiques pour sa fille. Et le même Duvalier, c'est lui qui va faire exécuter le 12 novembre 1964 Marcel Numa et Louis Drouin. C'était devant les enfants des écoles, les employés de commerce, les fonctionnaires du gouvernement, convoqués au cimetière extérieur de Port-au-Prince. Eh bien, le spectacle d'un noir et d'un mulâtre, mourant en silence et bravement, sans dire un mot, restera une image hautement symbolique de l'unanimité de l'opinion contre la dictature duvalieriste. Il ne s'attendait pas à cela. L'image d'un noir et d'un mulâtre solidarisés pour combattre le duvalierisme. Et puis après tout, qui sont nos mulâtres en Haïti? Eh bien, on les appelle comme Anthony Phelps, Josaphat Large, ce sont nos écrivains, c'est Calouard, c'est Ida Faubert dont on parlait tout à l'heure, c'est Marie Chauvet, considéré comme le meilleur romancier haïtien de tous les temps, c'est Jean-Richard Laforêt, c'est, je ne sais pas, c'est du bon monde. Je vais terminer par une petite anecdote. C'est le samedi 7 juillet 1990, entouré de ses partisans venus l'accueillir à l'aéroport de Port-au-Prince, Roger Lafontan, ancien consul général d'Haïti à Montréal, Roger Lafontan, le docteur Roger Lafontan, retournait à Port-au-Prince où son arrivée fait l'effet d'une bombe. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale déclare aux journalistes qu'il n'entretenait pas d'ambition politique et qu'il n'envisageait pas de se porter candidat à la présidence ou à une quelconque fonction élective. Quand on lui demande quel rôle il avait joué dans le coup d'État contre le général Avril, il répond qu'il s'agit là d'accusations calomnieuses, d'autant plus calomnieuses, écoutez bien ça, que Avril est de la même race. On est en Haïti, hein. Nous voilà avec deux races, encore là, et de la même race et de la même classe sociale que lui. Ne me dites pas qu'il fait une manipulation innocente des mots. Race, classe, c'est Lafontan. Lafontan a fait le calcul suivant. Il y a 95% de noirs dans le pays, 5% de gens clairs, plus ou moins. Donc, si j'ai réussi à prendre la tête des noirs, en les convainquant qu'ils doivent haïr les mulâtres et que ce sont les mulâtres qui les empêchent d'avancer, je deviens leur chef et je reste au pouvoir éternellement, tout comme François Duvalier. Hein. Alors, quelques jours après son arrivée, les murs de Port-au-Prince se couvraient de graffitis. Vive Lafontan, abat mulâtre. N'oublions pas que Lafontan s'est marié 2 fois. La deuxième fois, il n'a pas manqué son coup. Il a épousé une mulâtresse. Eh oui. Alors, Lafontan est devenu le président de l'équipe de football qui s'appelle encore sûrement le Racing Sporting Club.
le Racing Sporting Club, comme tous les clubs sportifs en Haïti, eh bien, si vous voyez évoluer les 11 haïtiens, ben, il y a toujours des mulâtres. Hein. Et ils ne sont pas là parce qu'ils sont mulâtres, hein. Ils sont là parce qu'ils sont bons buteurs, bons défenseurs, bons footballeurs. On ne les met pas là sur le terrain pour faire de la décoration. Pas question. Hein. Alors il y a un jeune homme qui s'est présenté une fois au bureau du Racing Sporting Club, qui était devenu le club de La Fontaine. Eh bien, il est venu s'inscrire parce qu'il avait 15 ans et qu'il voulait devenir membre de l'équipe, de son équipe, le Racing. Et on lui a répondu, ici, nous ne sommes pas minades. Nous ne sommes pas minades ici. Ah, c'est La Fontaine qui dirigeait le Racing Sporting Club. Et le jeune homme, il est sorti en pleurant, et puis ses parents l'ont consolé. Ils l'ont envoyé dans le Violette, dont il est devenu le capitaine. Vous avez sûrement deviné son nom. Il s'agit de Philippe Vorbe. Philippe Vorbe. Philippe Vorbe. Quelle tristesse, vous savez, nous transforme en Hutu et en Tutsi. C'est ça l'ambition. Et l'ambition politique les pousse à nous diviser. Et ils ne voient pas qu'en nous divisant, cela profite au FM Altieri, au Novella, Cianciulli, Boulos, Boutros, au Nomélé.